C'est un monstre sacré, l'un des plus grands réalisateurs du cinéma français, c'est Luc Besson. Et c'est un honneur et un plaisir, Luc, de vous avoir sur ce plateau. Quelle horreur de dire un monstre sacré, oh là là. Mais non, je suis gentil. Il est gentil, Luc Besson, mais quand même, quand on voit la filmographie, Luc, on se dit, mais avoir imaginé tous ces films mythiques, tous ces personnages cultes, et se dire, c'est moi qui ai sorti tout ça de ma tête, en fait. Je me rends pas compte encore vraiment, mais bon, peut-être un jour, au coin du feu, je me dirais, j'ai fait tout ça. On revoit les films, des fois, ça m'arrive à la télé, des fois, de zapper comme ça et de tomber dessus. Je me dis toujours, bon, je vais rester 5 minutes. Puis après, je reste 1 heure, en fait. Je regarde. J'ai l'impression de voir des cartes postales de ma jeunesse, des fois. Ouais. Donc ça me fait plaisir. Et là, c'est Dracula. Alors là, moi, je vous le dis, je l'ai vu. Ça va être un classique. Incroyable, ce personnage de ce conte qui va errer pendant les siècles pour tenter de retrouver son amour. En fait, Dracula n'est pas un film d'horreur, c'est un film d'amour. Oui, complètement. Complètement. Mais c'est ça qui me plaisait, cet antagonisme entre, c'est un monstre, quelque part. Mais voilà, c'est La Belle et la Bête. C'est un monstre touchant et il n'a qu'un but dans sa vie, Dieu lui a enlevé sa femme et il va errer pendant 400 ans pour la retrouver, pour retrouver la réincarnation de sa femme. Ouais. Et il ne pense qu'à ça. Incroyable, épique. Regardez le nouveau film de Luc Besson. Tell me your story. My story. Over 100 years ago, I asked a priest that goes to where my wife. Tell your God, my life no longer belongs to him. Since then, I've lived on waiting for her return. My master. He's been looking for his beloved for more than 400 years. He comes to find his princess. This man is the devil. Mina's in danger. Repent for your salvation. She is my salvation. But you are her damnation. Je voulais qu'on voit la bande-annonce en entier, Luc. Ça a l'air bien. Hein. Ouais. Ça donne envie d'aller le voir ou pas? Oui. En fait, quand je la vois, je me dis, waouh, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, mais je vous jure, c'est bien. Il faut aller le voir, ce film, Luc. Moi, je vais y aller. Hein? Je vais y aller. Non, mais Non, mais on se détache au bout d'un moment, on se détache un peu de nos propres films. Donc, des fois, j'ai du plaisir à revoir les choses, c'est bien. oui, parce j'imagine qu'un tournage pareil, c'est un truc de fou. C'est, comment dire, il faut mettre en œuvre, c'est une symphonie. Il y a tout doit fonctionner, partir comme ça. C'est compliqué parce que c'est sur 4 siècles, il y a 2000 costumes, il y a 900 techniciens. Donc, faut gérer tout ça, ça prend... En fait, la préparation est beaucoup plus longue que le tournage, en fait. Il y a 6 mois de préparation et on a tourné à peu près 15 semaines. Mais faut gérer Caleb Landry Jones, par exemple, l'acteur qui joue Dracula, qui était dans Dogman, que j'ai fait avant. Il démarre à 25 ans, il finit à 400 ans, il a 25 costumes différents. C'est un truc de dingue. Donc voilà, faut gérer comment tout ça s'imbrique et tout ça, Mais c'est un travail de fourmi, en fait. C'est vraiment un petit... c'est du boulot juste tous les jours un petit peu. Tous les jours bien... revisser bien tous les boulons, bien... Ce qui est dingue, c'est que oui, on se dit, c'est un truc de... Se lancer dans un projet pareil, c'est l'amour du cinéma, se dire, ça, cette histoire que j'ai dans ma tête, on va la représenter à l'écran.
Ça, c'est un truc. Oui, il faut rêver un peu. Ouais. Faut pousser les barrières. Parce que... Ah ouais. Non, des fois, j'ai l'impression quand même d'être au pied de l'Himalaya avec des mocassins et de me dire, allez, on y va. Voilà, c'est un peu ça quand même. Oui, cette histoire, c'est 400 ans d'histoire, et c'est un personnage incroyable que ce comte Dracula. Il est incroyable parce que il est obsédé par cet amour et puis aussi que Dieu l'a abandonné au fond. Bah, c'est tout le dilemme, c'est tout son dilemme. C'est-à-dire il va à la guerre au nom de Dieu, il tue au nom de Dieu. Il comprend pas très bien d'ailleurs pourquoi Dieu veut ces morts. Et la seule chose qu'il demande, c'est je veux bien tuer au nom de Dieu, mais ne m'enlevez pas ma femme. Et on lui enlève sa femme. Et à partir de là, il rejette Dieu, qui le punit et qui le rend immortel, qui l'empêche de mourir. Le condamne à vivre. Ça, c'est Oui. quand même un truc de fou. Il est condamné à vivre, Ouais, mais à ne jamais mourir. C'est ça qui est incroyable dans le roman. C'est surtout quand on voit le roman de Bram Stoker, c'est-à-dire condamné à vivre. C'est une notion, on a plutôt tendance à essayer de se battre pour rester vivant. Et lui, en fait, il a une vie éternelle qui lui sert à quoi s'il n'a pas l'amour? Ouais. Et justement, condamné à vivre sans cet amour qui l'obsède et qu'il va rechercher à travers les siècles. Et ça, alors là, ça, c'est du cinéma. On va se retrouver en France, on va se retrouver dans Paris au moment de la Révolution française. On va dans la cour d'Espagne, la cour de Russie, la cour d'Autriche, on va un peu partout. Mais ça, c'est tellement agréable. En fait, à l'école, quand j'étais petit, je n'ai rien écouté pendant 12 ans d'école. J'étais très mauvais. Et grâce au cinéma, en fait, je redécouvre plein de périodes. Alors, la période Jeanne d'Arc, où j'ai beaucoup travaillé sur le 15e siècle. Et puis là, de redécouvrir encore plein de choses. Par exemple, il y avait un élément qui m'intéressait, c'est la période où on peut faire le centenaire de la Révolution française. Donc, tout le monde a connu le bicentenaire, parce que c'était il y a une trentaine d'années, mais le centenaire, c'est-à-dire le 14 juillet 1889, et de placer tout le film dans cette espèce d'euphorie de fête, et puis d'avoir à l'intérieur de cette fête où tout le monde fait la fête, d'avoir une espèce de course-poursuite entre Dracula, le prêtre qui le cherche, tout le monde qui se croise dans cette espèce de chaos festif. Voilà, ça c'était assez jouissif à faire, quoi. Oui. Alors Christophe Waltz, incroyable, Guillaume de Tonquédec à ses côtés, ce duo-là. Ouais. C'est le médecin et le prêtre qui poursuivent Dracula. C'est amusant parce que Guillaume de Tonquédec, qui est un acteur français que les gens connaissent, il a souvent des rôles secondaires et depuis le début, je sais que cet acteur-là a un potentiel, ça se sent. La tâche était compliquée pour lui parce que c'est en anglais. Et il doit faire toutes ces scènes avec Christophe Waltz, qui a quand même 2 Oscars. Donc, il emmenait pas large au début, Guillaume. Mais c'est un super travailleur. Les deux se sont entendus comme lard et cochon. Et ils ont fait un duo comique et assez incroyable. C'est un contrepoint. Puis il y a Mina, il y a l'amour. Alors, Zoé Bleu, la fille de Rosanna Arquette. Oui, alors ça, incroyable, ça. Ça, c'est un peu un coup du sort. Voilà. La belle Zoé. En fait, c'est un casting normal. Et j'ai appris après que c'était la fille de Rosanna. Rosanna avait 28 ans quand on a tourné Le Grand Bleu. Et Zoé a 28 ans quand on a tourné Dracula. Donc c'est quand même assez étonnant. Mais je lui ai fait des essais très difficiles, très durs. Et elle a eu le rôle parce qu'elle était vraiment aux essais la meilleure. Oui. Et non pas parce que c'est la fille de Rosanna. Mais elle ressemblait un peu à Rosanna par moment. Par moment, par moment, un air de famille. Ouais, c'est assez incroyable ça. Oui, quand on parlait du Grand Bleu, on va voir des images du Grand Bleu. On se dit là, quand le public adhère à un projet fou, ça veut dire que là, quand on est cinéaste, quand on a rêvé gamin de faire du cinéma comme vous, Luc, on se dit c'est quelque chose qui est extraordinaire, non? Oui, en fait, quand je vous entends en parler, oui. Mais après, quand on le vit, il y a un côté tellement petite fourmi. C'est vraiment quelque chose qu'on fabrique vraiment tous les jours un petit peu. Donc, on se rend pas compte on a un rêve de départ. En fait, l'endroit où je rêve le plus, c'est à l'écriture. Parce qu'à l'écriture, on part dans un autre monde, on écrit des histoires, voilà. Mais la fabrication en elle-même, elle a quelque chose de très... Il y a beaucoup d'humilité dans la fabrication. C'est vraiment des artisans.
le tournage, c'est 900 artisans, en fait. Tout est fait à la main, le moindre... Même la petite boîte à musique, c'est un gars qui a mis, je sais pas, 6 semaines pour faire la boîte à musique. Donc tout est comme ça. Et on se rend pas compte de la dimension, en fait, du rêve. Le rêve appartient au spectateur, en fait. Le spectateur, il s'assoit, il a des pop-corn, il mange comme ça, et il regarde, et là, il faut que ça soit un feu d'artifice. Non mais, je pense le dernier combat, c'était déjà un truc de fou d'imaginer un monde post-apocalyptique. Et quand on débute et qu'on se dit tiens mais je vais aller faire ça. En fait, je pense que j'étais pas tout à fait à l'aise dans ma vie, dans mon temps, dans ma famille. J'avais besoin d'un échappatoire et je pense que c'est le cinéma qui m'a amené ça. Le cinéma permet de vivre quelque part un peu dans un autre monde. Et c'est en tout cas beaucoup plus sain que l'alcool, la drogue, la fumée. Voilà, c'est beaucoup plus sain. Moi, ça me va très bien. Donc j'ai très très jeune commencé à rêver comme ça à d'autres histoires, à d'autres mondes. Et je suis parti là-dedans à 17 ans. Et je ne suis toujours pas sorti de l'atmosphère. Mais alors aussi des personnages, je pense à Nikita par exemple, c'est les personnages qui amènent aussi cet imaginaire, le fantasme qu'on peut mettre dans des personnages que l'on crée, comme Nikita par exemple. Mais je pense surtout, que c'est une projection de soi-même. Je pense que il y a un psychiatre un jour qui m'a dit l'enfant a des rêves, l'adolescent a encore l'espoir de réaliser ses rêves et l'adulte n'en a plus. C'est-à-dire qu'en grandissant, on a la perte de cette espérance, on a la perte de ces illusions. C'est les illusions perdues, quelque part. Et je trouve que cette adolescence est formidable parce qu'on y croit encore à ses rêves. Et tous les personnages que j'ai pu faire, c'est toujours des personnages qu'on aimerait être, entre guillemets. On aimerait avoir leur force, on aimerait avoir leur amour. On aimerait être aussi beau, on aimerait... Voilà, donc c'est un peu une projection de ce qu'on aimerait et de ce qu'on a perdu, en fait, en grandissant. Oui. Anne Parillo, qui était incroyable. Nathalie Portman, après, découvrir quelqu'un comme ça, dans Léon, c'est... Il faudrait... Enfin, moi, quand j'ai fait le casting avec Nathalie, elle avait 11 ans. Et il faut être bête pour pas voir qu'elle est douée, quoi. Donc j'ai pas l'impression de l'avoir découvert. J'ai eu la chance de la rencontrer, mais ça se voyait tout de suite que cette petite fille allait faire une grande carrière, ça se voyait. Oui. Et Jean Reno, c'est un choc. C'est un personnage en lui-même, comme ça, c'est un acteur qui est né. Jean, en fait, quand on se rend compte, c'est les années 70 où le standard de l'acteur, c'est 1m75, la mèche un peu longue, un foulard en soie, je fais les cours Florent, c'est très comme ça, c'est très affable. Et je vois ce truc d'1m90 avec un espèce de tête de d'aigle et une espèce de carapace de rhinocéros. Et c'était pas du tout le standard de l'époque. Mais moi, j'ai craqué complètement. On a fait un court-métrage ensemble. Après, on a fait Le Dernier Combat, Subway. Après, on a enchaîné 5-6 films ensemble. Mais il était totalement hors norme à l'époque. D'ailleurs, il a eu pas mal de problèmes. Au bout de 2-3 films, il a eu du mal. Les gens ne voulaient pas l'employer parce qu'ils ne savaient pas comment faire avec lui. Il a vraiment fallu attendre Les Visiteurs pour qu'il retrouve un rôle un peu à sa dimension et puis après qu'il fasse la carrière. Ouais. Vous parliez de Subway, Adjani. On est dans un cinéma français, mais très fort, avec aussi un univers. Et on passe au 5e élément, au grand cinéma hollywoodien. Voilà, et je suis fatigué là, de voir tous ces films. On garde la patte, comme ça on dit, on peut faire un film avec un petit budget et puis se lancer dans un... Alors ça, c'est la flexibilité que je trouve qu'un créateur doit avoir. C'est le grand problème, c'est souvent souvent par exemple avec le succès où on se cantonne, après il y a ce qu'on sait faire, on nous prend pour ce qu'on sait faire, et puis on se sclérose un peu, on n'arrive plus à bouger. Et moi j'ai toujours été sensible à ça. Le film que j'ai fait juste avant, c'est à l'époque du Covid, j'ai pris 12 techniciens et un téléphone et j'ai fait un film entier avec le téléphone, justement pour rester souple, pour pouvoir toujours être créatif et avoir des nouvelles idées.
J'ai très peur de ça. J'ai très peur d'être cantonné à lui qui fait des gros films avec des grosses équipes, avec des gros sujets. Non, voilà, ça c'est le pire qui puisse m'arriver. Donc j'essaie toujours de chambouler un peu tout et de partir de Jeanne d'Arc au 5e élément et de repartir dans l'espace après. Et puis voilà. Ouais, même faire The Lady sur Aung San Oui, Suu voilà. Kyi, de faire des films comme ça d'auteurs, des films. Voilà. Il n'y a pas d'auteur s'il n'y a pas Ouais. de risque. Ouais. Voilà. Les auteurs, les artistes sont là pour prendre des risques, puisque de toute façon, ce n'est que du cinéma. C'est toujours du cinéma. On va reparler de Dracula, mais Lucie, par exemple, plus gros succès d'un film français dans le monde. Oui. Ça, c'est... Bon, ben, là, on se sent comment, les gros? Il faut rester les pieds sur terre, là. Hein? Très sincèrement, je pense qu'à chaque film qui sort et grâce au public, et je leur remercie, la plupart sont des succès, on a vraiment toujours l'impression d'avoir évité le précipice. Là, il y a très longtemps, j'avais, je sais pas, 17 ans, il y a un technicien du cinéma qui m'a dit ça prend 2 ans pour réussir un film, ça prend 2 minutes pour le rater. Voilà, donc en fait, chaque succès est un miracle. C'est toujours à la limite. Si vous aviez vu la version d'avant n'aurait pas marché. Mais la dernière version, celle où on a amélioré le son, on a coupé 3 scènes, on a resserré tel truc, on a changé une musique. Et d'un seul coup, il y a une petite magie qui opère. Et c'est à chaque fois un miracle, un film qui marche. Ouais, ouais. Moi, je veux qu'on revoie des images de Dracula. Parce que c'est vrai, Luc, c'est un film, ça se dessine. Là, il y a un dessinateur, il y a des costumes. Et d'ailleurs, vous êtes fidèle à des collaborateurs. Ça se rêve à l'écran, et ça s'invente. Et à un moment donné, il y a une musique aussi qui est extrêmement importante. Il y a tout ça pour faire Alors, un film. Ce qui est intéressant au tout départ, il y a un monsieur qui s'appelle Patrice Garcia, qui est un dessinateur qui a travaillé sur le 5e élément. C'est le papa d'Arthur, c'est lui qui a dessiné tous les personnages d'Arthur. Et je commence toujours avec lui pendant 2-3 mois et on cherche la couleur en fait de Dracula. Et c'est lui qui a fait le costume qu'on vient de voir, ce costume violet, ce côté un peu dandy. Parce que Dracula aime la soie, il aime les bagues, il aime la musique classique, il est très... c'est vraiment c'est un artiste presque. Et ça se fait vraiment à deux, c'est-à-dire avec Patrice et moi tous les deux, et on cherche pendant des mois. Une fois qu'on a trouvé le personnage, une fois qu'il est un peu défini, il y a d'un côté les décors, de l'autre côté les costumes, et après chacun part ensemble. Et puis Caleb Landry Jones, l'acteur, qui lui va prendre tous ces éléments, va se les mettre va se les incorporer pour pouvoir exister dedans. Il va essayer de chercher sa voix, trouver la voix de Dracula, ça nous a pris près de 2 mois. Sa démarche, son port de tête, voilà, tout ce travail-là, sa lenteur. Quelqu'un qui vit 400 ans est lent. Il marche lentement, donc il a le temps. Ça paraît bête, mais c'est des choses qui se trouvent au fur et à mesure. Voilà, donc c'est beaucoup de préparation en fait. Oui, oui. Mais ce qui est extraordinaire, Luc Besson, c'est qu'on a l'impression que vous êtes le spectateur de vos propres films. Vous faites Au des bout d'un films moment, oui. comme un gamin que vous êtes toujours, quelque part, Oui. et qui fait les films qu'il aurait rêvé voir, gamin peut-être, ou plus tard. Voilà, il y a quelque chose comme ça de... Mais c'est drôle parce que par exemple la bande-annonce, où moi je ne participe pas à la bande-annonce, puisque c'est des gens spécialistes qui font ça. Et c'est drôle de voir la bande-annonce de son film où moi je regarde la bande-annonce et je me dis waouh, c'est vrai que j'ai envie de le voir parce que ça a l'air bien. C'est clair, c'est bien. Non, la musique, pour faire un petit mot sur la musique, c'est un monsieur qui s'appelle Danny Elfman, qui est celui qui a fait toutes les musiques de Tim Burton. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé que ça serait bien, donc je l'ai appelé et on se connaissait pas. Et au bout de 5 minutes, il m'a dit il faut que je te dise, ça fait 20 ans que j'ai envie de faire un Dracula. Il avait refusé 3 Dracula déjà. Et donc c'est presque un petit miracle déjà qu'on se soit... c'est presque des signaux dans l'air comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai été le voir, mais il avait envie de le faire. Il a fait une musique, mais magnifique. Ouais. Il y a un thème de Dracula, je pense que quand vous allez l'entendre une fois, c'est terminé. Voilà, Ah oui. on reconnaîtra la musique du film. Ah non, mais elle est géniale. Vraiment, il a géniale. fait un travail, c'est vraiment un artiste incroyable. Ouais, alors il y a des clins d'œil à tous les Dracula qui ont précédé, le Coppola et les autres. Dans le film, à un moment, on les voit, les portraits comme ça. Portraits de famille. Hein. Ça, c'était un petit joke, un private joke, comme on Ouais. dit. Non, en fait, dans son château, il a plein de tableaux de ses ancêtres. Donc, en fait, on a fait une peinture de tous ceux qui ont joué Dracula. Ouais.
Donc Je pensais à une allusion, peut-être pas, mais je sais pas, Parfum de femme, c'était un film italien. Et là, effectivement, il y a le parfum. Il va chercher le parfum de ces femmes. oui, parce qu'en fait, il a un problème, c'est que même si il est immortel, comme il cherche sa femme, lui tout seul, ça lui prend des siècles à avoir toutes les familles. Donc, il essaie de mettre au moins mettre au point un parfum qui attire les femmes pour qu'en fait elles viennent plus à lui plutôt que lui aille vers les femmes. Donc, Oui. il va faire toutes les cours d'Europe pour voir toutes les femmes qui sont dans les cours d'Europe, pour essayer de retrouver sa femme. Oui, il est incroyablement Mais il n'y a séduisant, que sa Dracula. femme. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un parfum qui effectivement attire beaucoup les femmes, mais il n'y a que la sienne qui l'intéresse. Elle Oui. n'est pas du tout Mais c'est intéressée par les autres, quoi. c'est terrible comme il peut être séduisant, ce Dracula. Irrésistible, au fond, même s'il mord. Il est monstrueusement séduisant. Oui. Mais il y a un charme sensuel, y compris dans cette Ouais. morsure. Il y a quelque chose de séminal dans cette histoire de Dracula, qui est universelle, au fond. Hein. Oui, puis ce qui m'amusait par rapport au roman, c'est en fait, il aime pas ça, le sang. On pense toujours que Dracula pense qu'à ça, mais lui, pas du tout. En fait, quand il boit du sang, il rajeunit. Mais à un moment donné, il est tellement désespéré que pendant des siècles, il boit même plus. C'est pour ça qu'il vieillit beaucoup, c'est que ça l'intéresse même pas, quoi. Oui. Ouais, il y a de l'humour aussi. C'est vrai qu'il y a de l'humour. Il faut contrebalancer. Bah oui, Parce que c'est du joke, c'est du cinéma, c'est du fantasme sur un grand écran, quoi, au fond. On a ça dans notre tête. Sinon, si on est trop sérieux, si on se prend au sérieux, là, c'est le début de la fin, là. Non, faut toujours un petit peu d'humour, un petit clin d'œil au spectateur. Ouais, c'est sacré séducteur, mais c'est vrai que il y a quelque chose de l'amour éternel. Ouais. Et Il y a de un personnage, ouais. il y a un personnage dont on parle pas, qui est une actrice qui joue Maria, c'est une actrice italienne, Ouais. qui s'appelle Matilda De Angeli, qui, je pense, va devenir vraiment une grosse star en Italie, qui fait une performance incroyable. Ouais. Elle doit se passer par tous les états. Elle. Oui. Et donc là, quand on est metteur en scène, on est derrière l'objectif et on se dit, ça y est, il faut recommencer 10 fois, il faut commencer. Parce que Alors, là, faut dire qu'elle doit donner. Hein. Elle doit, dans la même prise, en 30 secondes, elle doit rire, pleurer, rire, pleurer, rire, pleurer. Ce qui est très, très difficile à faire. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que on dit action, on tourne et on reste avec elle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une prise, on dit coupe, on recommence, etc. On part en quête. Donc, on met le moteur, elle commence, elle monte, accélère, vas-y, respire, recommence. Voilà. Et on va la laisser sous anesthésie pendant près de 5 minutes pour qu'elle finisse par un peu s'oublier et qu'elle puisse complètement se libérer. Parce qu'on ne peut pas obtenir ça avec des prises de 30 secondes, c'est pas possible. Donc il y a des moments, il faut vraiment être au service de l'acteur, le suivre et rester avec lui. J'ai fait des fois des prises de 10 minutes parce qu'elle a besoin de ce mouvement, elle a besoin de ce temps pour se libérer complètement et aller dedans. Donc c'est pour ça qu'elle a une performance assez incroyable, c'est parce qu'on lui a fait un environnement qui lui permettait de libérer tout ça. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que ce film est à la fois très spectaculaire, il y a des trouvailles visuelles à chaque plan, on est absorbé par cette histoire, et en même temps, il est extrêmement intimiste, universel, on peut s'identifier au personnage. Bah oui. On se dit, tiens, ça pourrait être moi, tiens, qu'est-ce que je ferais là à sa place? Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça le cinéma, au fond. Bah, oui, c'est pour ça que j'aime vraiment le cinéma en salle, surtout. C'est quand on est dans un grand écran dans le noir, on arrive quand même beaucoup plus à l'intensité d'un film au cinéma par rapport à sur son téléphone ou un smartphone ou une télé, c'est quand même la moitié, quoi. C'est vraiment les grandes émotions que moi j'ai pu vivre au cinéma, ça a toujours été devant un grand écran dans une salle, quoi. Ouais. Donc je recommande tout le monde de ne pas attendre que ça soit sur une plateforme pour aller voir Dracula. Allez le voir en grand écran. Allez voir. Mettez-vous devant. Oui. Ah non, mais c'est une expérience. Oui. C'est une expérience, voilà. C'est comme un concert, en fait. Ouais. C'est super d'écouter un disque d'un artiste qu'on aime chez soi, mais quand on le voit en concert, c'est comme différent, quoi. Ouais. Il faut aller se prendre une claque, là. Ça fait du bien. Si on s'est pris, si le spectateur il s'est dit tiens là, waouh, je suis sorti, il se retrouve dans la rue, après il pleut, c'est pas terrible, le boulevard, mais là il a passé un moment de dingue. Mais j'ai vu, là on a fait 2-3 petites projections comme ça avec du public, et il y a un côté,
je vois dans le regard des gens quand ils sortent, il y a un côté un peu hagard, du genre où on est où? Parce que c'est vrai que pendant 2 heures, on n'est plus là. On est vraiment dans d'autres siècles et dans d'autres histoires. Et je crois que le film est assez prenant pour ça, quoi. Ouais, et magnifique. Merci Bah, c'est moi qui vous d'être remercie. venu nous en parler. Moi, je vous le conseille vraiment, Dracula. Bah, je vais y aller, hein, vous m'avez Il donné faut aller envie. le voir. Ah, je vous le dis. Hein. Il y a beaucoup de monde. Il va falloir réserver à l'avance. Non, il y a de la place. Il faut courir. Mais j'aime bien vous voir dans la queue, faire la queue pour aller voir votre film. Mais ça m'est arrivé, hein. Ah ouais. Ouais, je mets un bonnet. Mais j'aime Avec bien. un chapeau, un... Non, juste un bonnet. Puis les Un gens bonnet. s'attendent pas à ce que je sois dans la queue, donc ça va. Mais j'adore aller voir. Généralement, dès que le film sort, je vais dans 2-3 salles comme ça, juste pour voir. C'est intéressant de voir. C'est des vrais spectateurs. C'est ceux qui viennent, voilà. Et c'est pas leur métier. Ils viennent juste se divertir. Et pour nous, en tout cas, c'est super intéressant de voir quand est-ce que. Bah, je regarde dans la salle, je vois des femmes ou des hommes qui sortent le mouchoir comme ça parce qu'ils sont émus. Après, j'en vois qui rigolent, donc je vois, ah ouais, bon, bah ça marche. Alors, ok, ce joke-là, il marche. Voilà, donc on apprend des spectateurs aussi. Hein. Ouais. J'ai la conscience d'avoir fait partie de la mythologie des rêves des gens. Je pensais à Bruce Willis dans le 5e élément. C'est dire, à peupler les rêves de toute une génération. De dire, voilà, j'ai grandi avec ça. Bah, j'ai grandi aussi, moi, avec d'autres films. Ce qui est intéressant ce qui est incroyable dans le cinéma, c'est on va passer 2 heures avec un héros Comme Bruce Willis, là. et 20 ans après, on se souvient de lui. Ouais. Alors qu'on a passé que 2 heures avec lui. Alors que j'ai passé 1 an sur les bancs d'école dans une classe avec 35 élèves, je m'en souviens d'aucun. Mais je vais me souvenir du petit garçon de Mowgli dans le livre de la jungle, alors que je l'ai vu quand j'avais 7 ans. Ouais. Mais je m'en souviens par cœur. Mais là, tous les souvenirs sont là, Luc Besson. La première rencontre avec Bruce Willis, par exemple. Ça, Ah oui, c'est- il y en a qui marquent. C'est Ouais. pas... La première fois que j'ai vu... on a encore une minute ou pas? Oui. La première fois que j'ai vu Bruce Willis, j'avais un rendez-vous avec sa femme, avec Demi Moore, à Los Angeles, dans un restaurant en terrasse, parce qu'elle voulait me parler d'un film et tout. Et d'un seul coup, j'ai vu une voiture rouge décapotable faire vraiment un créneau incroyable, avec Bruce Willis qui a sauté de la voiture. Donc j'ai eu une seconde en me disant... je suis en train de déjeuner avec sa femme, mais enfin c'est professionnel, il n'y a pas de... Parce que vraiment, il est arrivé avec un grand sourire, il m'a dit, voilà, vous parlez du cinéma sans moi là? Donc il est venu, il s'est assis et on a pris un dessert tous les trois, c'était vraiment assez génial. Mais c'est un mec incroyable. C'était un mec quand il dit oui, il dit oui. Ouais. On parle de lui au passé parce que malheureusement... Il est malade, il est malade maintenant et ça fait beaucoup de peine, mais... ouais. Ouais. La première rencontre avec De Niro, c'est De Niro qui... De Niro, en fait, c'est lui, à Avoriaz, pour mon premier film, qui était Le Dernier Combat, j'ai reçu un prix. Et c'est De Niro qui m'a donné le prix. Et je ne savais pas quoi dire, parce que j'étais quand même très impressionné. Je sortais de Mean Street et Taxi Driver. Et je me souviens me dire, il ne faut pas lui demander d'autographe, parce que j'étais prêt à lui en demander un sur scène, en fait. Ah oui. Et en fait, on s'est revus après régulièrement... Et on s'est même téléphoné hier. Voilà. Ah oui. Ouais. Projet alors, peut-être. Non, pas forcément. Non, on s'aime bien. On se téléphone. Il y a des gens comme ça avec qui on se téléphone. Il y a vraiment un attachement. Je pense que quand on fait un film, tous les acteurs qui sont là, tous les acteurs principaux, c'est des gens que à chaque fois qu'on se voit, on se tombe dans les bras. On est heureux de se voir. Des fois, on se croise dans des festivals, des choses comme ça, mais il y a vraiment toujours... Oh, la bouille qu'elle a. Oh, la bouille de Nathalie. Incroyable. C'est trop mignon. Ouais. Et il y en a un, c'est Sami Nasseri, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, mais Luc, c'est comme mon deuxième père. Hein, bah oui. Révélé dans Taxi. Mais... Il en faut bien 2 pour lui. Hein. Le Sami... On embrasse. On l'embrasse, Sami, ouais. Le première apparition, c'est des bêtes, il n'envoyait pas sa tête dans un de tes films. Hein. En fait, peu de gens le savent, mais Sami a un rôle dans Léon. Il fait
un GIGN et il a une cagoule sur la tête pendant tout le truc. C'est pas le meilleur moyen de se faire Et connaître. c'est hein. comme ça qu'on est devenus copains. Il m'a dit non mais ma mère me croira jamais que j'ai tourné avec toi parce que j'ai toujours ma cagoule. Je peux pas enlever ma cagoule à un moment donné. Je dis non Samy, tu peux pas enlever ta cagoule. Et on est devenus copains. Après j'ai écrit à Taxi et puis il est parti dans la saga. Ouais. Genre Eric Serra, qui a fait partie aussi de la mythologie, la musique. Bah du oui, film. ça c'est les Quand même. Eric Serra, Jean Reno et moi Ouais. c'est les trois mousquetaires. Hein. C'est vrai. La fidélité, ça compte beaucoup, Luc. Oui, mais elle doit être aussi challengée. C'est-à-dire que j'ai jamais retravaillé avec des gens parce que c'était mes amis. J'ai toujours travaillé avec des gens parce qu'ils m'amenaient quelque chose, parce qu'ils se nourrissaient en dehors de moi. Je parle, par exemple, les chefs opérateurs ou les acteurs, ils font d'autres films, après ils reviennent, ils ont appris des choses. Voilà, tant qu'on a des choses à se donner, à s'apprendre, je reste fidèle. Par contre, il y en a de temps en temps qui... ils sont contents d'eux, tout va bien. Ah Voilà, donc... C'est arrivé, ça. on reste amis, mais c'est pas des gens avec qui je retravaille, quoi. Ouais. Je me souviens d'avoir filmé le clip Pull Marine avec Adjani avant de faire ce bouet. Oui. Quand même, Bah, faire un c'est- clip. C'est elle qui était gonflée parce que j'étais vraiment très très jeune. Mais elle a ce talent-là, Isabelle. Elle a une liberté incroyable, liberté de tout. C'est vraiment une femme libre, une artiste libre. Donc oui, non, elle s'en fiche de savoir si on est connu, pas connu, l'argent, pas l'argent. C'est une véritable artiste, Ouais. Isabelle. Mais la liberté, c'est un combat aujourd'hui, parce qu'il y a le pognon, les Bah, producteurs. C'est compliqué aujourd'hui. Non, en fait, les gens créatifs, c'est-à-dire ceux qui vraiment font les films, depuis maintenant une quinzaine d'années, petit à petit, on leur a enlevé le pouvoir. C'est-à-dire que ce pouvoir créatif a été remplacé par le pouvoir de l'argent. C'est le bourgeois gentilhomme. C'est-à-dire, c'est moi qui ai l'argent, donc c'est moi qui décide. Bah, en fait, non. Celui qui doit décider, c'est celui qui est un artiste. Ouais. Voilà. Ouais, il faut Quitte à avoir ce qu'il se Il trompe. faut avoir du poids pour pouvoir dire à un producteur, il va dire on peut sinon, pas- on peut je vous pas- donne pas l'argent. On peut pas demander en même temps, on demande à des artistes d'être à la fois talentueux et à la fois d'être forts. Non. Un artiste a le droit d'être faible. C'est un artiste, faut le laisser, faut l'aider. Or, quand petit à petit on prend ce pouvoir aux artistes, il y a plein d'artistes qui ne savent pas se défendre et qui disent bon bah c'est la règle, alors bon d'accord. Et puis on finit avec des œuvres qui d'un seul coup sentent un peu l'eau tiède, sont un peu moins bien. Et puis après on parle avec les créateurs, ils disent bah oui je voulais, mais bon la production m'a dit que, la télé m'a dit que. Ah bah non, on veut pas. Non, il faut. Alors maintenant, la grande mode, c'est il faut prendre des acteurs ou des actrices qui sont des influenceurs parce qu'ils ont 1 million de followers. Alors il faut les prendre. Mais est-ce qu'ils savent jouer? C'est peut-être pas le souci, ça. Non, mais Terrible, ça. on en devient à une espèce de loi de l'argent qui fait que c'est même pas une véritable loi de l'argent. C'est ce que pensent les gens qu'il faut faire pour faire de l'argent. Ouais. Ce qui est d'un ridicule total. Non, mais c'est horrible. On se disait en discutant tout à l'heure, Picasso, on imagine que. Oui, voilà. C'est Il pareil. serait venu le voir en lui disant, écoutez, ça va pas avec la couleur de ma tapisserie, votre Oui, tableau. voilà. Non, Il y a faut 25 refaire. 25 personnes derrière Picasso en train de lui dire non, mettez un peu de jaune parce qu'en fait, on a un deal avec une compagnie jaune. Donc, mettez un peu de jaune. Non, c'est pas possible. Il faut faire très attention parce qu'en fait, on appauvrit cette culture qui est la nôtre. Et quand on appauvrit la culture, on appauvrit la société. Ouais. Mais même Hitchcock, on lui a imposé des comédiens. Le Oui, bien studio sûr. lui a imposé des comédiens. Il voulait Ouais. pas jouer, il voulait pas les prendre. Ouais. C'est un truc. Mais je crois que c'est Fritz Lang, pareil, qui faisait un film où le producteur américain disait bah non, c'est moi qui ai le final cut. Donc le metteur en scène, en fait, il disait action, les gens tournaient, il était à côté de la caméra, et en fait, il mettait sa main quand ça lui plaisait pas, et puis il l'enlevait quand ça lui plaisait. Donc, du coup, il pouvait monter que ce qu'il aimait, en fait. Il pouvait pas monter le reste, parce qu'il mettait sa main devant tout le temps. Ça, je trouve ça génial. Merci, Luc. Allez voir Dracula, c'est un film libre. Oui, C'est un film de Luc Besson, de la première à la dernière image, d'un grand artiste merci que beaucoup. je voulais vraiment saluer, Luc Besson. Vous allez passer un moment extraordinaire, comme à chaque fois. Courez au cinéma. Allez voir ça sur grand écran, avec des comédiens, une mise en scène, tout est extraordinaire. C'est Dracula, Luc Besson. Merci d'être venu ici. Merci beaucoup.